enregistrer, c'est pas du tout un problème, d'accord? On va commencer par les causes de l'année dernière. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer directement dans le vif du sujet pour que vous ayez une idée sur l'examen, comment il va se passer, d'accord? Et on va faire les causes ensemble, enfin, ensemble, au fur et à mesure. Ça va? Alors, on va commencer. Alors, ça, c'était celui de l'année dernière. Alors, Madame H, âgée de 28 ans, G2P2, aux antécédents de dispositifs intra-utérins, un cycle régulier, qui consulte aux urgences pour une douleur apparue brutalement au niveau péri-ombilical, sans irradiation depuis 2 heures. D'accord. La patiente signale un épisode de vomissement. Les constantes, alors à l'arrivée, la tension artérielle, elle est de 120 par 70 mm/mercure. La fréquence cardiaque, elle est à 95 battements par minute et une température à 38,5. Alors regardez, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors, infarctus, mhm. J'ai eu, oui, c'est tout. Appendicite, idéame inférieur, mhm. Occlusion, mhm. Occlusion. Alors, vous voyez qu'il y a 5 possibilités diagnostiques. Donc, on va avoir 5 possibilités, et on va mettre. Évidemment que la plus importante sera pour la A, et ensuite la B, ils vont avoir un demi, un demi, un demi-point. D'accord? Donc, à votre avis, c'est quoi? Mhm. D'accord. Donc, tout le monde va vers l'appendicite. C'est vrai, c'est le diagnostic le plus probable. Par contre, vous avez d'autres diagnostics à évoquer. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Colique, GU, فهمتوني؟ هنايا ce qu'on a? On a les hypothèses diagnostiques. C'est pas juste un seul diagnostic tout comme fait. Vous avez 5 diagnostics à évoquer. Mais ce que je vous conseille, c'est que, et n'oubliez pas, c'est moins d'une minute, d'accord? Alors, on va passer à la question suivante. On va corriger ensemble, hein. Anna, je vous invite à écrire sur un bout de papier vos réponses et puis on va suivre. Ça va? Parce que n'oubliez pas, c'est le temps qui va jouer contre vous. Alors, l'examen physique à l'admission retrouve une douleur à la palpation profonde de la fosse iliaque droite, un contact lombaire négatif, le toucher rectal, il est douloureux à droite, alors le toucher vaginal sans particularité, les orifices herniaires sont libres et absence d'adénopathie. D'accord. Donc maintenant, quel est le diagnostic le plus probable? Appendicite, 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 appendicite non compliqué. Mhm, mhm. Ça. Alors, on va continuer. Alors, quelle est votre conduite à tenir? Quelle est votre conduite à tenir? Vous avez 4 possibilités. Parce que le jour de l'examen Hagda, on appelle comme la feuille, vous aurez 4 réponses à donner. Islam, tu directement échographie. Troncatoire. Mhm. Écran, hospitalisation, oui. Échographie FNS, oui.
Voilà, le bilan standard, échographie. Les conditionner le patient zéro. FNS écho. C'est logique. Houssine, bilan pré-op. Mazel, Mohamed. Je ne peux pas donner un bilan pré-op maintenant. Hospitalisation, oui. Biologie, écho. Il y a un truc très important, mais c'est à la fin, là, on va voir. Malish. Tout le monde est passé à côté. La conduite à tenir. Asma Mazel. Zama, conduite à tenir. C'est bon, 1 minute faite. Ketboua, vous allez écrire. Ni Bloomberg, ni rien du tout. Alors, après hospitalisation et le bilan que vous avez demandé, les globules blancs, ils sont à 13 000, la CRP, elle est à 90 et bêta-HCG normal. Aucun de vous n'a dit bêta-HCG normal. Hein. J'ai vu. L'imagerie retrouve une appendicite aiguë avec stercolite intra-appendiculaire et infiltration de la graisse péri-appendiculaire. Quelle est votre attitude thérapeutique? Alors, 1 minute. Quelle est votre attitude thérapeutique? Antalgique, antibiothérapie, poche de glace, bilan pré-op. Antalgique, antibiothérapie. Ok. Antipyrétique, antalgique, antibiothérapie. D'accord? Z. Écrivez vos réponses. Hein. Hospitalisation en chirurgie antalgique. Aqal Hamza Msata, bravo. Donner des antalgiques, refroidir, bilan pré-op, puis. Alors, attends. Puis appendicectomie, oui. Z. Vie. Stop. Appendicectomie sous célioscopie ou laparotomie, antibiothérapie post-op de courte durée. Drainage percutané. Attends, soulève, pourquoi tu m'as dit drainage? Voilà. Est-ce que vous te comprenez à une collection? Est-ce qu'il y a un abcès? Il n'y a pas d'abcès. Voilà, il n'y a pas d'abcès. Donc pourquoi? Traitement symptomatique. C'est une appendicite aiguë non compliquée. Donc normalement, bon, on va corriger ensemble, hein, parce que maintenant, le jour de l'examen, en bolus et évolution 8 jours par os. Alors, UEFA, traitement médical, il n'a pas sa place ici. Tu sais pourquoi? Parce que les blancs, ils sont au-delà de 13 000. Et le plus important, c'est qu'il y ait un stercolite au niveau. Donc, quiconque a une stercolite, c'est une contre-indication au traitement médical. D'accord? Donc, on va directement faire le deuxième traitement. Alors, on va corriger ensemble. OK? Et vous allez voir que c'est tout simple. Présentation. C'est rapide, hein? Ce sera très rapide le jour de l'examen. Alors, on va refaire. Donc, Madame H, âgée de 28 ans, G2P2, aux antécédents de dispositifs intra-utérins d'un cycle régulier, qui consulte aux urgences pour une douleur apparue brutalement au niveau péri-ombilical, sans irradiation depuis 2 heures. La patiente a signalé un épisode de vomissement, les constantes 12,7, fréquence cardiaque à 95 et la température 38,5. D'accord. Le main, le plus important, c'était quoi? C'était appendicite aiguë, les hypothèses diagnostiques. Ça, c'était la première à donner. Grossesse extra-utérine,
elle est comptée, 3 points, c'est pour l'appendicite, et 1 point, d'accord, ou bien 0,75 pour la GE. Vous pouvez faire un diverticule de Meckel, parce que c'est l'âge, elle a 28 ans, une sigmoïdite diverticulaire, elle a le droit de le faire, et aussi une colique néphrétique. La personne qui m'a dit IDM dans sa forme inférieure, on va revoir les facteurs de risque, c'est une femme, d'accord, jeune de 28 ans, et surtout que la douleur, elle est apparue péri-ombilicale. Ce n'est pas épigastralgie. Faites la différence par rapport à la sémiologie de la douleur. Si je vous aurais dit que c'est au niveau, c'était une douleur épigastrique, là oui, vous aurez le droit de me dire que c'est une suspicion d'IDM inférieur, d'accord? Mais là, non. Donc, IDM inférieur, ça compte pour zéro. Et les diagnostics, donner des diagnostics pour des diagnostics, mettre faire mouche. Pour que les choses soient claires, il faut que ce soit systématisé. C'est une femme qui a déjà des enfants et elle a un dispositif intra-utérin. Ce qui fait que c'est tout simplement le DU, il va vous donner la suspicion de la grossesse extra-utérine. D'accord? Parce que généralement, c'est ces dispositifs qui sont les plus, on va dire, pourvoyeurs de grossesse extra-utérine. Donc, la douleur péri-ombilicale, elle est justifiée. Les vomissements, les constantes, elle a quand même des signes de choc. D'accord? Donc, ces diagnostics-là, regardez, appendicite, GU, diverticule, sigmoïdite et colique néphrétique, tout ça, ça rentre dans les hypothèses diagnostiques. D'accord? Est-ce que jusque-là, il n'y a pas de cardiopathie, elle est jeune pour un... Exactement. Infarctus mésentérique, c'est zéro. Elle est jeune, elle a 28 ans. Alors, non, il ne faut pas le dire par ordre, non. Anna, pour moi, vous me dites, par exemple, si vous me dites grossesse extra-utérine, diverticule, ça, Anna, pour moi, je vais entendre appendicite en premier, ce qui est tout à fait logique. Une jeune femme de 28 ans avec une douleur péri-ombilicale, vomissement, etc., la première des choses à laquelle vous devriez penser, c'est une appendicite. D'accord? Infarctus, non, c'est zéro. Infarctus, il n'y a pas de... D'accord? Adénite mésentérique chez une personne âgée de 28 ans, non. Adénite mésentérique chez un enfant, oui. Salpingite, oui. Mais salpingite, généralement, tu vas avoir beaucoup plus des signes urinaires, d'accord? Des signes pelviens. Un Crohn, oui, elle a le droit de faire un Crohn, sauf que ce n'était pas mentionné. Et le Crohn, elle ne va pas venir consulter aux urgences le Crohn. Elle va venir dans un cadre de, même si l'inaugural peut être au niveau de l'urgence, mais vous pouvez avoir par exemple une diarrhée, un amaigrissement. Vous pouvez avoir une salpingite au niveau de la fosse iliaque droite, oui, oui. Occlusion, non, il n'y a pas de signe d'occlusion. Là, c'est des hypothèses diagnostiques. Quel est le plus probable par ordre de fréquence? L'appendicite, la grossesse extra-utérine, oui, d'accord. Le diverticule de Meckel, elle a le droit de le faire, c'est juste à côté. La sigmoïdite diverticulaire, parce que vous avez une fièvre à 38,5 avec des douleurs. Et la colique néphrétique aussi, elle peut commencer en périombilical et après avoir une irradiation. Parce que là, on avait dit sans irradiation, d'accord? Maintenant, on va continuer. Je ferai la première question. Et les points, ils reculent bêtement. D'accord? Donc, restez concentrés le jour de l'examen. Alors, l'examen physique à l'admission, on retrouve une douleur à la palpation profonde de la fosse iliaque droite, un contact lombaire qui est négatif. Ça veut dire que là, on est en train d'éliminer les diagnostics différentiels. D'accord? Donc, l'examen, c'est une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Ça m'oriente vraiment vers l'appendicite. Là, je vais éliminer la colique néphrétique par le contact lombaire. Alors, le TR, il est douloureux à droite. Ça me confirme encore plus que c'est à droite. Le toucher vaginal sans particularité. Il n'y a pas de signe pelvien. Les orifices hernières sont libres, que ce soit au niveau, si c'était une... D'accord? Et il n'y a pas d'adénopathie inflammatoire autour. Donc là, mon examen physique m'oriente un peu plus vers l'appendicite aiguë, plus ou moins la grossesse extra-utérine. D'accord? Anna, j'ai donné les 5 points, j'ai donné, on va dire, 4 points et demi pour ceux qui m'ont dit appendicite, et j'ai rajouté le demi-point, ou bien j'étais plus conciliante quand ils m'ont dit appendicite avec GU, parce que là, on n'a pas éliminé la grossesse extra-utérine. D'accord?
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire comment on va vous poser les questions. C'est surtout dans ce but-là. Ok, super. Donc là, la deuxième étiquette, on a éliminé les diagnostics différentiels. Donc, on s'est plus concentré vers c'est bon. On a notre diagnostic, c'est l'appendicite. Alors maintenant, bien sûr, on va continuer. Donc, quelle est votre attitude? Alors, l'égalité directement échographie, ce sera un 0. D'accord? Alors, la grossesse extra-utérine, elle sera éliminée par les bêta-HCG. Et l'échographie qui va retrouver un utérus gravide. C'est les deux. C'est bêta-HCG plus écho. Mais généralement, quand tu as les bêta-HCG qui sont négatifs, déjà, tu vas faire ton écho et puis ça va plus t'orienter pour faire ton scanner. Parce que normalement, chez une jeune femme, alors, bilan sanguin sans détailler. Là, ça a été donné à l'examinateur, c'était à lui de voir. Alors, ce qu'on attendait, c'était FNS, CRP, bêta-HCG. C'était ça ce qu'on voulait. D'accord? Non. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit, le cours d'appendicite? On avait dit que l'échographie, alors l'examen de première intention, c'est l'échographie. Si on n'a pas bien sûr, si elle n'est pas visualisée, on va demander un scanner. On avait dit que le scanner, c'était pour les formes, on va dire, compliquées, mais bilan sanguin plus échographie, c'est jouable. Mais vous rajoutez le scanner. Le scanner aussi fait partie. Pas en même temps. Si ton échographie ne visualise pas, tu as le droit de faire un scanner. D'accord? En fait, ce n'était pas bilan sanguin sans détailler, c'était CRP, FNS et bêta-HCG. C'était les trois qu'on recherchait. Le ionogramme, non, parce que là, je suis en train de confirmer mon diagnostic. Donc, c'est plus le diagnostic le plus probable. Ce n'est pas un bilan préopératoire, d'accord? C'est vraiment le bilan sanguin pour confirmer. Non, votre conduite à tenir, c'est que c'est bon, parce que vous savez que c'est une G2P2, elle est sous... Parce que Flavignette, vous avez déjà l'interrogatoire, d'accord? C'est déjà mentionné. Donc, vous n'allez pas refaire. Là, je vous ai demandé une conduite à tenir. L'examen physique, on l'a fait, c'était au niveau de la... Ah, comme je te brou. Voilà, comme je te brou. L'examen physique, attendez. Il est là. L'examen physique, à l'admission, on retrouve. Là, de chouffe la vignette, comment elle est. Hein? La vignette. Madame H, âgée de 28 ans, Saha. D'accord? En bas, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Après les hypothèses diagnostiques, naturellement, vous avez complété votre examen physique. Douleur au niveau de la fosse iliaque droite, le contact lombaire négatif, TV, TR, les orifices. Après votre examen physique, où vous êtes orienté vers l'appendicite. Maintenant, c'est quoi votre conduite à tenir? Donc, normalement, c'est hospitalisation, bilan sanguin, échographie et scanner. Saha. Par la suite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, et même si vous voyez, on avait dit l'imagerie. Mais vous comme si c'est un scanner ou là une échographie, parce que les deux réponses, elles sont justes. D'accord? Si vous me dites, par exemple, hospitalisation, bilan avec globules blancs, CRP, bêta, ACG, échographie et scanner, c'est les 5 points. D'accord? Si vous oubliez, parce que vous êtes censé, parce que les bilans sanguins, tu peux demander à une urécréa, tu peux demander un ionogramme. Là, ce que je cherche, c'est ça, c'est les globules blancs, la CRP, les bêta-HCG. D'accord? Parce que c'est facile de dire, elle n'a pas mentionné des signes urinaires au départ, mais n'oublions pas que c'est une femme. Alors, elle dit la première des choses. Exactement, la première des choses, et elle peut commencer, la colique néphrétique, elle peut commencer par, mais l'examen, il s'est beaucoup plus orienté vers l'appendicite. Les blancs, ils sont à 13 000, CRP 90, bêta-HCG normal. Et quand vous avez fait votre échographie, donc déjà, on a déjà le contact lombaire, voilà, il est négatif. Donc déjà, ça va éliminer la colique néphrétique, la première des choses. Mais pour l'infection urinaire, c'est des signes urinaires qui seront là.
même par rapport à la fièvre, et vous n'allez pas trouver des blancs à 13 000. Généralement, l'infection urinaire, vous allez trouver une CRP à 120, 150, avec des globules blancs 17, 18 000. D'accord? L'infection urinaire, elle est très parlante, même si elle n'est pas très symptomatique chez la femme. Par contre, sur le plan de biologiquement, elle est très parlante. D'accord? Donc, on va revenir pour la conduite à tenir. Après, hospitalisation et le bilan. J'attends que de globules blancs, CRP, bêta-ACG. Ou l'imagerie, l'échographie avec scanner, ils ont eu la note complète. L'échographie, il a eu la moitié avec le scanner. D'accord? Le plus important, c'est de mentionner l'échographie ou le scanner. Les deux, c'est encore mieux. Maintenant, celui qui me dit un ASP, c'est un zéro. Pour que les choses soient claires. L'ASP, vous avez une douleur de la fosse iliaque droite, 13 000 de blanc, etc. Donc, même là, vous êtes censé me dire échographie plus TDM. Ou là, c'est une appendicite avec stercolite intra-appendiculaire et infiltration de la graisse périappendiculaire. Ça m'élimine l'abcès appendiculaire, ça m'élimine le plastron, ça élimine beaucoup de complications. Donc, c'est une appendicite aiguë non compliquée. Maintenant, c'est quoi le traitement? Alors, le traitement, c'est tout simplement… Alors, bien sûr que vous pouvez me dire traitement médical, etc. Mais le plus important, c'est que vous me dites appendicectomie plus traitement médical. D'accord? Alors, pour appendicectomie, ceux qui m'ont dit sous cédio, chauffe-eau, on n'a plus vous donner de réponse complète et plus la note, elle sera complète. On a celui qui me dit appendicectomie plus un traitement médical à base d'antibiotiques, d'antipyrétiques, etc. Il aura les 5 points. D'accord? Parce qu'à la fin, par exemple, traitement médical, bon, déjà, vous me dites appendicectomie, plus, plus ou moins célioscopie, c'est le gold standard, ou laparotomie. Traitement médical, vous me dites antibiotique plus antipyrétique et antalgique. D'accord? Mais vous devez savoir si c'est une appendicite, que l'urgence est de traiter bien sûr l'appendice avec le traitement médical qui va suivre. Et il y a l'appendicectomie à elle seule, c'est 3 points. La réponse. D'accord? Et le traitement médical, c'est 2 points. Maintenant, si vous me détaillez l'appendicectomie, sous cilioscopie ou la parotomie, etc., oui, صح ما تفلسوش بزاف ما تقولوليش drainage ما drainage etc. حطوا les choses qui sont justes parce que si vous me dites drainage, ça veut dire que là c'est un abcès appendiculaire et que vous n'avez pas compris la distinction entre les deux. Appendicite حاجة, abcès appendiculaire c'est une autre entité. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au cas clinique? Alors, tu as une question, medical student. Alors, c'est quoi? Ah, d'accord. Bah, écoute, si c'est un homme, tu vas pas demander des bêta-HCG. C'est clair? Non, c'est pas par rapport à ça, mais on a alors, c'est pas une question le piège, ou là. La pertinence de la question, c'est que c'était une femme en âge de procréer. Donc, vous devez penser à appendicite et grossesse extra-utérine. Alors, comment savoir s'il s'agit d'un abcès ou d'un plastron? Ce n'est pas à partir des globules blancs. Non, ce sera à partir de l'échographie. Parce que les globules blancs, ils ne vont pas te donner une idée sur… d'accord, il n'y a pas de… C'est sur l'échographie ou bien l'imagerie. L'imagerie qui va te décrire une collection périappendiculaire, donc là, c'est plus un abcès, ou le plastron, tout simplement, c'est l'agglutination des anses autour de l'appendice avec… même à la palpation, tu vas avoir une sensation cartonnée au niveau de la fosse iliaque droite. Ben, vous allez avoir normalement, je crois que c'est 4 minutes, il me semble. Hein. Donc, oui, c'est très rapide. Donc, vous devez, madame, je vous conseille, hein, les examinateurs, ليكونوا عندكم خلوهم يقراو لكم الكا كلينيك باه نتوما vous vous concentrez. ما تقولوش نقراو لوحدنا. خلوهم يقراو لكم, vous aurez et la feuille, etc. OK?
Non, tu n'es pas censé te dire si elle est compliquée ou pas. Appendicite aiguë. Je vous ai demandé appendicite, mais je cherchais aussi la grossesse extra-utérine. C'est une femme, on l'avait pas encore éliminée. Tout ça et tout m'a fait par Gagoto. J'ai eu appendicite, j'ai eu appendicite. Ah non, non, pas de slide, pas de retour avant. Alors, c'est une réponse qui est orale, parce que l'école, c'est oral. Le retour, il n'est pas possible. Non, oui, la conduite à tenir, c'est l'hospitalisation, quels sont les bilans que vous allez faire, quelle est l'imagerie que vous allez faire et le traitement aussi. Là, quand on avait dit quelle est votre conduite à tenir, j'attendais le mot hospitalisation, bien sûr en unité, parce que le malade, c'est pas faut pas le laisser partir, d'accord. L'hospitalisation, le bilan, j'attendais globules blancs, CRP, bêta-ACG. Alors les gens qui m'ont dit bêta-ACG, c'était vraiment la note complète. On a donné des 20, d'accord. La prise en charge thérapeutique. Donc prise en charge thérapeutique, c'est plus dans l'attitude thérapeutique, c'est dans le traitement, d'accord. Bah, déjà, ce ne sera pas appendicite. La première des choses, Emina. Ça y est, on a fait l'appendicite. Alors, si c'est une appendicite compliquée, le tableau clinique ne sera pas le même. Le tableau clinique, il sera d'accord parce que chauffé. Alors, on va revenir déjà au tableau clinique. Déjà, la fièvre sera à 39,5, elle dit la première des choses. La tension artérielle, elle sera diminuée, tu seras plus à 18. La fréquence cardiaque augmentée, la température aussi. Que ce soit un homme ou une femme, généralement, la douleur, c'est parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Une douleur apparue brutalement au niveau péri-ombilical sans irradiation depuis 2 heures. Déjà, le temps, 2 heures. Tu vas avoir un patient qui va souffrir depuis 24-48 heures, si c'est compliqué. D'accord. Le patient non seulement signale plusieurs épisodes de vomissement, mais même des diarrhées associées. C'est plus, ce sera pas ce sera un tableau qui sera plus sévère. Et là, c'est vraiment le début de l'appendicite. Alors, le principe de traitement, bah, ce que j'attends que vous me dites, c'est que comment vous connaissez, c'est quoi enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour une appendicite. Donc, vous avez le traitement médical, que ce soit antibiotique, antipyrétique et antalgique, avec l'appendicectomie, que ce soit cilioscopie ou laparotomie. Alors, l'Écosse, il est sur 20. Alors, là, on avait posé 4 questions, donc 5 points par question. Et puis la deuxième partie médicale aussi, c'est sur 20. Et ensuite, on va faire la moyenne des deux. Donc, si par exemple quelqu'un il travaille bien en chirurgie et qu'il aura un petit 10, ça va l'aider. Ou bien s'il aura un 5 et qu'il va avoir un 15, ça va équilibrer les choses. D'accord. Donc, l'éco, c'est les deux. On va compter 20 et ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tu peux mettre des antalgiques avant de faire l'échographie, le bilan. Mais là, ce que j'attendais, c'était votre pertinence dans le diagnostic. C'est vrai, vous voulez soulager le malade, c'est tout à fait normal. Mais bon, c'est quelqu'un qui m'aurait dit, par exemple, hospitalisation antalgique, je l'aurais pas, ce sera un plus. Mais j'attendais que tu me confirmes d'abord le diagnostic et puis, d'accord. Et puis donner les antalgiques à type de quoi? De paracétamol. Le Prodafalgan, il va bien sûr jouer par rapport sur la fièvre. Donc avant que tu fasses tous tes examens ou là tes prélèvements, il vaudrait mieux que ce soit avant médication. Ben oui, bien sûr, un antalgique pas arrivé. Je ne vous ai pas demandé de le donner per os, ce sera toujours pas arrivé. Le Prodafalgan, c'est du paracétamol. C'est la même molécule. Alors, la différence entre conduite à tenir et prise en charge. Alors, quand vous dites, par exemple, conduite à tenir, c'est tout l'hospitalisation, ce que vous devez faire, etc., pour arriver vraiment
au diagnostic final. Maintenant, la prise en charge, c'est la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire pour le traitement? Est-ce que vous devez, devant une hémorragie digestive, ça, vous allez affiner, mais je veux dire que la conduite à tenir, c'est comme on l'avait vu, c'est bien sûr stabiliser le patient, fibroscopie digestive haute, etc. Mais la prise en charge thérapeutique, c'est le traitement, hein, c'est 80 mg d'IPP, si vous vous rappelez en bolus, ensuite 8 mg par kilo en IV lente. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre les deux. Le cas non, il n'y a pas dans le PC. Je vous imprime les feuilles. On appelle comme au fur et à mesure. Les feuilles Hado, elles sont imprimées. Et puis, chacun de vous, il va avoir au fur et à mesure la vignette, ensuite la première et la deuxième. Mais vous allez comme la première fois. Qui m'a le premier. D'accord? Alors, je vais voir. J'ai le rattrapage ici. Oui, 4 minutes chirurgie, puis 4 minutes gastro. Ce sera en même temps. Bah, c'est pas des conduites à tenir standard, Anna. Il n'y a pas de conduite à tenir standard. Ça va dépendre de la pathologie. Chaque pathologie est différente. D'accord? On a donné l'appendicite. Là, on va faire le rattrapage. Alors, voilà. Voici.
sera que sur les urgences. Oui, les urgences, non. Bah, plutôt les cancers, non. Alors bon, j'arrive pas à... Les cancers, ils ne seront pas inclus. Exactement. C'est-à-dire que si par exemple c'est une occlusion intestinale, tu vas plus me détailler par rapport au bilan, on va dire, urécréa, que vous devez me mentionner, avec bien sûr les globules blancs et le ionogramme, c'est important. C'est-à-dire que si vous ne me donnez pas de CRP, c'est pas grave, bêta-HCG non plus, parce que c'est pas la question. D'accord? Ça va dépendre de la pathologie. L'imagerie aussi. Si par exemple dans une occlusion vous oubliez le mot ASP, c'est aussi zéro. D'accord? Ok. Enfin, alors. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous arrivez à voir? Donc là, on va faire celui du 4 septembre. D'accord? Alors, chrono en main, il est. Là, je dis la même chose, ok? J'ai utilisé mon chrono.
Oh, le sang, il n'y a pas de sang. D'accord. Bon. Bon, معليش vous avez lu. bon نعاودوا صح انتوما دايما دايما تبغوا تربحوا الوقت استناو نعاودوا. Alors. Alors, Monsieur H, âgé de 35 ans, sans antécédent particulier, taxieur de profession, tabagique, 15 paquets années, qui consulte aux urgences pour des épigastralgies apparues brutalement vives, constantes, puis irradient au reste de l'abdomen depuis 3 heures. Le patient a signalé un épisode de vomissement. Les constantes, la tension artérielle, elle est de 107 mm mercure, fréquence cardiaque à 100 et le patient, il est apéritique. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? عندكم 5 hypothèses diagnostiques. Écrivez sur une feuille. Hein. C'est bon. Next. Prochaine feuille. Alors, l'interrogatoire retrouve des antécédents de lombalgie récents traités par AINS. L'examen physique à l'admission retrouve une pâleur cutanéo-muqueuse, douleur à la palpation avec contracture abdominale généralisée, le contact lombaire est négatif, le toucher rectal est douloureux, les orifices herniaires sont libres. Quel est le diagnostic le plus probable? Alors, quelle est votre conduite à tenir? Quelle est votre conduite à tenir? Je déterré hospitalisation, Fatima. Adrénaline, alors l'adrénaline, Iman. Plus ou moins TDM, hospitalisation, zédilo scanner, scanothérapie, zid. Écho, plus ou moins TDM, Plus ou moins, تعلمتوا à كلمة plus ou moins. Continuez, continuez. Bon. Je passe à la prochaine. Après hospitalisation et le bilan que vous avez demandé, retrouve les globules blancs à 9000, une CRP à 65, urée à 0,9 et créa à 14. L'imagerie retrouve un croissant gazeux interhépatico-diaphragmatique évoquant un pneumopéritoine. Quelle est votre attitude thérapeutique? Il vous reste 39 secondes. Quelle est votre attitude thérapeutique? C'est à la paroscopie pour faire quoi? Shadows. Z. Suture de quoi? تقولي suture. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Allez. Alors, elle est où la version correction? Précoce rattrapage. Bien sûr qu'il y a un chrono.
Je viens de vous faire un Écosse. ما تقولوليش باللي درنا تاع العام اللي فات ودرنا تاع cette année. Tu peux, Anna, je le mettrai sur mon téléphone, hein. Après tu peux le voir. Vous avez le droit de faire entrer vos montres avec vous. D'accord? Comme vous avez. C'est pas le but. Voilà. Non, ben, تقولوش باللي درت لكم باش هكا vous soyez dans les mêmes conditions. Alors imagine راكي في الدار et tu es stressé. D'accord? بانت لي بليك واحد تدو كاع زيرو لا يمولي لله. راني شمتها. Alors ما حبش نتحل. J'attends. بصح شفتوا بلي سي تري رابيد. شفتوا بلي سي كاع راكم عارفين بلي سي une perforation de l'ulcère, بلي fallait faire un ASP, etc. Plus ou moins scanner, pas d'échographie. اللي يقول لي échographie il aura un zéro. Non, non, non. Chauffe. Là, l'ECAS, il a un très bon intérêt. Parce que vous allez développer votre façon de réfléchir. C'est pas une occlusion. Homme âgé de 30, de je sais pas combien, tabagique. D'accord? Donne une stimulation, ça. Alors, le patient, il est tabagique, il est âgé, c'est un taxieur, donc sédentarité. Tu vois, comme le cas clinique, vous devez toujours sortir les points, c'est un homme, ça, donc 53 ans, tabagique, plus sédentaire, c'est un taxieur, a une douleur d'apparition brutale, et puis, donc, comme ici, c'est une perforation d'ulcère, d'accord? C'est juste que le corrigé s'ouvre. D'accord, c'est rattrapage. Et bah, il n'y a pas vous devez apprendre à réfléchir. C'est une conduite à tenir, c'est une conduite à tenir. D'accord? C'est qu'est-ce que vous allez faire. Maintenant, l'attitude thérapeutique, c'est autre chose. Comment vous allez traiter le malade? Pas tout l'écran. Non. Ah, mais je partage tout l'écran. Vous arrivez à voir? Ouais, normalement c'est OK. D'accord? Donc on va corriger ensemble. Regardez rapidement, hein, là, vous le chrono. Alors, Monsieur H, âgé de 35 ans, sans antécédents particuliers, taxieur de profession, tabagique, à 15 paquets années, qui consulte aux urgences pour des épigastralgies, apparues brutalement, vives, constantes, puis qui irradient au reste de l'abdomen depuis 3 heures. Le patient a signalé un épisode de vomissement. Les constantes donc, sont 7 mmHg, fréquence cardiaque à 100, il est apéritique. Quelles sont les hypothèses diagnostiques? Parce que la première des choses, perforation d'un ulcère gastro-duodénal, c'est 2,5 points. D'accord? Comme tu fais. Vous êtes en train de voir. Parce que OK. Donc, c'est 2,5 points. Alors, pancréatite aiguë, c'est 1 point. Donc, déjà, si vous me donnez ces réponses-là, c'est 3,5 points. Appendicite aiguë à 0,5, occlusion 0,5, il a le droit, et infarctus du myocarde 0,5. Donc, tout ça, ça va vous donner les 5 points. D'accord? Alors, l'examen retrouve des antécédents de lombalgie récents traités par AINS. L'examen physique à l'admission retrouve une pâleur cutanée ou muqueuse, une douleur à la palpation avec contracture abdominale généralisée. On a contracture égale péritonite.
Le contact lombaire, il est toujours négatif. Le TR, il est douloureux. Les orifices herniaires sont libres. Donc là, la contracture, c'est une péritonite. Et vu, bien sûr, c'est une péritonite par perforation d'ulcère gastro-duodénal. Celui qui me dit perforation d'ulcère gastro-duodénal, c'est même pas la moitié de la note, c'est 2 points. J'attends qu'elle mette péritonite par perforation d'ulcère. D'accord? On va descendre. Quelle est votre conduite à tenir? Toujours hospitalisation, 1 point. Bilan sanguin, 1 point. Abdomen sans préparation, c'est 1,5 points. Et TDM, alors je vais vous donner un bonus si, bien sûr, à l'ASP, absence de pneumopéritoine. Là, on a comme les 3 points. C'est-à-dire, celui qui me dit hospitalisation, urée, créa, CRP, etc. Il ne va pas me dire ASP. Il me dit, par exemple, directement, je vais faire un scanner si, bien sûr, absence de pneumopéritoine au niveau de l'ASP. Je lui donne les 3 points. D'accord? Vous avez compris? Alors, on continue. Après hospitalisation et le bilan que j'ai demandé, donc les globules blancs à 9000, CRP 65, urée à limite, sur l'imagerie, donc vous ASP ou la scanner, ça sur l'imagerie, un croissant gazeux en inter-hépatico-diaphragmatique qui évoque un pneumopéritoine. Donc c'est quoi l'attitude thérapeutique? Célioscopie, 3 points, laparotomie, 2 points, mais c'est toujours la suture, bien sûr, de la perforation. Alors, alors, attendez, le départ, tu as une occlusion, tu peux avoir des douleurs, hein, pas forcément, d'accord. C'est pas, je vous ai dit que l'occlusion, tu peux avoir une occlusion haute avec des douleurs, avec des vomissements. Remplissage, oui, tu peux dire le remplissage, mais ça reste toujours, le plus important, c'est de faire le diagnostic et ensuite, bien sûr, d'opérer le malade. Donc, cystoscopie, c'est 3 points et péritonite sans ulcère. Ah, هذيك péritonite نجي لك appendiculaire. Donc, le point n'est pas complet. Bah, j'aimerais bien que tu me donnes plus parce que la question fait à 5 points. Donc, j'aimerais bien que tu me dises célioscopie ou laparotomie. Ou celui qui me dit suture plus lavage abdominal parce que c'est une péritonite et drainage, nous les 5. D'accord? La pancréatite, elle ne va pas irradier le reste de l'abdomen, mais elle peut commencer. Ce sont des hypothèses diagnostiques. Le départ, c'est un homme, il a le droit de le faire. Non, cancer, oui, tu peux, عندك الحق, oui, tu peux dire le début, il peut s'agir d'un cancer gastrique, mais un cancer par perforation. Mais comme c'est un homme, 35 ans, antécédent de tabac, d'accord, donc ça fait beaucoup plus. Et shifty, quand on avait dit dans les hypothèses, après, le patient, il avait pris des anti-inflammatoires, donc c'était plus une perforation d'ulcère qu'un cancer. Le départ de l'appendicite, tu peux faire, il peut être apéritique. L'appendicite, dès le départ, mais un 38,5 ou là directement. Tu peux avoir un 37. Il fait le départ d'une appendicite. La pancréatite, non, le patient, il ne fait pas de fièvre, la pancréatite. Colique hépatique aussi, elle est juste. Je peux la compter juste. Bah, l'ulcère, tu vas suturer chauffer ce qu'on fait. On va la partie qui est nécrosée autour et ensuite on va l'infarctus aussi. Par contre, les signes ne sont pas les mêmes. C'était une perforation d'ulcère. Un infarctus, vous allez le trouver chez un patient qui est déjà aux antécédents d'une artériopathie. Abdel comme un IDM, etc. D'accord? Parce que l'infarctus, mais dit, un 32 ans. Entéro-mésentérique. Si, on peut donner un traitement médical, mais après, l'urgence, là, c'est quoi? D'opérer le patient pour faire la suture, bien sûr, de cette perforation et de laver l'abdomen et de le drainer. Par la suite, on va donner une antibiothérapie, les IPP. Alors, est-ce que vous avez des questions?
هنا درنا لي زيكوس تاع les 2 تاع العام اللي فات وتاع le rattrapage. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres cas cliniques? ماشي تاع l'Écosse, hein, c'est des cas cliniques. Ok. Et la majorité l'emporte. Alors, externe. شوفوا ما تتقلقوا le jour de l'examen ما والو, d'accord? Soyez attentifs. كونوا مثبتين في رسالكم, ما تتقلقوش, ما تلاخروش, ne regardez, si vous voulez me regarder صحة, si vous voulez ne pas regarder صحة, mais ne soyez pas 4 minutes. Seulement 4 minutes. Alors, révision externe. Bah, je vais essayer d'avoir plusieurs. Bah, يكون عندكم 6 pour finir vite. Parce que sinon, vous êtes là, 270 نكملوا le surlendemain. Est-ce que c'est possible? La question est l'énoncé dans la même page. Pour... أنا نعطيلكم les feuilles. Non, écoute, Anna, je vais essayer d'avoir beaucoup d'enseignants. Non, le prof, il passe pas vers l'autre question. Tout, moi, Anna, on passe à l'autre question, Anna, je vous conseille tous, soit des lots, des... Bon, mais vous pouvez pas faire entrer les téléphones. Ce que je vous conseille, il y a comme ça, ou un chrono, ou un truc, vous les ramenez avec vous, ou d'accord? Vous avez le droit pour un chrono, qui أنا في بروحي ندير le chrono قدامكم 4 minutes ونحطه. Si vous voulez باش نتوما تعرفوا, parce que نقول لكم on passe كاين اللي يقول لي non ما يقعدوا في هذيك la question, يقعدوا en train de patauger, بعد نقولوا الوقت راه يفوت. Vas-y, avance, معليش, d'accord? Donc vous avez le droit pour le chrono. Non, pas après une minute. نتوما قلت لكم, نتوما vous allez. Oui, généralement, c'est 4 questions. Une minute par 4 questions, 4 minutes. Non, je vais toujours laisser 4 questions. C'est plus équitable. Il y a eu des vins, il y a eu plusieurs vins. Donc, ce n'est pas impossible. C'est difficile, d'accord? Mais il y a eu des vins du côté de la chirurgie. Hein. Medina des vins. Il y a des gens qui ont bien répondu, ils étaient concentrés, d'accord? Donc, ce n'est pas un truc qui est impossible. Alors, on va faire les cas cliniques. Alors, ça, c'est d'autres cas cliniques. Là, ce n'est pas des cas cliniques Écosse. Là, c'est plus cas cliniques type, d'accord? Alors, une jeune étudiante de 22 ans, après avoir passé l'Écosse, elle est amenée au PU. Suite, non, à une ingestion volontaire de décapant de four. Donc, c'est une base forte. À l'arrivée, la patiente, elle est agitée. La tension artérielle, elle est à 110 par 70 mm/mercure. Fréquence cardiaque à 90 battements par minute et elle est polypnéique. L'ingestion d'une base forte. Réponse fausse. Le risque de diffusion extradigestive est élevé. Entraîne une nécrose de coagulation. Entraîne d'importantes lésions œsophagiennes. Est responsable de lésions gastriques minimes et plus grave que l'ingestion d'un acide fort. Le... Oui, le type des questions, ce sera kif shihab. Et nous déjà foutine des Écosses ou Moualfine. Oui, mais tous les cas à la hein. Alors, réponse fausse.
OK? Donc, on va voir. Exactement, entraîne une nécrose de coagulation. C'est la réponse forte. C'est la réponse fausse, pardon. Donc, le risque de diffusion extradigestive, il est élevé. Il est plus grave que l'ingestion d'un acide fort, oui. Généralement, les bases, elles font beaucoup plus de dégâts. Alors, les lésions gastriques, c'est vrai qu'elles sont minimes, mais c'est surtout au niveau œsophagien, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il va directement diffuser. À part que l'acide, non, il va descendre directement, d'accord? Donc, là, la réponse fausse, c'est une nécrose de coagulation. Je vais continuer. Devant ce tableau, quel geste vous évitez? Donc, hospitalisation en réanimation, mise en place d'une sonde nasogastrique, administration d'un acide pour neutraliser le caustique, faire un lavage gastrique ou bien faire une endoscopie en urgence. Alors, vous avez ABC, vous avez BCD, ADE, BDE et CDE. B, B, effectivement, c'était la réponse grand B. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? C'est de mettre en place une sonde nasogastrique. Ça, c'est les erreurs à éviter. Administrer un acide, c'est complètement stupide, hein. On va plus se créer de problèmes. Et bien sûr, faire un lavage gastrique. Donc, les réponses justes, en quelque sorte, c'est hospitaliser la patiente en réanimation et faire une endoscopie en urgence. D'accord? Donc, c'était parce que l'ingestion de caustique, il y a vraiment des obligations à ne surtout pas faire, hein, comme la sonde nasogastrique, faire le lavage, etc. Il faut après 6 heures, exactement. Mais je veux dire que, oui, bien sûr, avant l'endoscopie, on fait un ASP. D'ailleurs, avant même faire l'endoscopie rapidement. Rapidement, c'est faux. Mais d'abord, il faut hospitaliser la malade, la stabiliser et ensuite voir si après un scanner, ou bien soit on fait le scan ou bien l'endoscopie. D'accord? Alors, l'endoscopie, elle a été réalisée en urgence. C'est tant mieux, on avait qui, un endoscopiste. Donc là, c'est la réponse juste. Elle permet de guider l'attitude thérapeutique, doit être réalisée après 24 heures de l'ingestion, doit être réalisée après intubation trachéale, a pour but de rechercher une perforation, permet d'aspirer le caustique. Mhm. Exactement, elle permet de guider l'attitude thérapeutique. Parce que là, vous avez stabilisé votre malade. Elle est là, au bout de 6 heures. Bon, en urgence, c'est pas tout de suite, hein, le temps que la patiente, vous l'hospitalisez, vous la réhydratez, etc. Et que surtout que vous allez faire une endoscopie, vous allez avoir minimum 6 heures. D'accord? 24 heures, non. 24 heures, s'il n'y a pas des signes de perforation, vous devez la faire, hein. 24 heures, c'est trop loin. Et bien sûr, alors pour but de rechercher une perforation. Bah non, hein, tu ne fais pas l'endoscopie pour rechercher une perforation. L'endoscopie, c'est pas pour euh, au contraire, exactement, parce que c'est là où tu vas avoir le passage, on va dire, de l'endoscope au niveau de la perforation. Tu vas l'agrandir. Donc non. La perforation, tu vas la chercher généralement avec un scanner injecté. Là, oui. Scanner injecté, tu vas avoir ta perforation. Oui. Chauffez. La D, Anaya, c'est la réponse juste. Une seule réponse, elle permet de guider l'attitude thérapeutique, l'endoscopie. D'accord? La D, elle va pas, je la fais pas pour rechercher une perforation. Non. Parce que si j'ai une perforation, je préfère mieux le scanner. Et n'oubliez pas que la quantité, bien sûr, parce que l'attitude aussi thérapeutique, ça va dépendre de la quantité de la base aussi. Parce que si la patiente, elle a pris par exemple 10 cc ou là, elle a pris 500 cc, ce n'est pas la même chose.
Alors, première intention, généralement, c'est l'ASP parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, etc., pour rechercher une perforation. D'accord? Maintenant, l'ASP, c'est ce qu'on a neuf les urgences. Mais le scanner injecté, oui. Exactement, pas d'aspiration. Parce que si, alors là, c'est surtout si vous avez par exemple, parce que là, le problème de l'endoscopie aussi, c'est le retour du produit. Parce que quand tu vas faire un lavage, etc., ça va aspirer. Donc, vous allez faire remonter en quelque sorte le produit. D'accord? Enfin, le produit ou là, le caustique en général. Exactement. Avant de faire ton endoscopie, tu dois éliminer, tu as fait une perforation. Ah, c'est tu la prise en charge. Donc, là, ça permet de guider l'attitude thérapeutique. D'accord? OK. Alors, l'examen endoscopique retrouve une nécrose qui est étendue de l'œsophage et quelques ulcérations linéaires gastriques avec une muqueuse congestive. Cette lésion elle est classée 2B de l'œsophage et 2A gastrique, 2B œsophage, 2B gastrique, 3A œsophage, 2A gastrique. Alors, elle est classée 3B œsophage et 2A gastrique ou bien 3B œsophage et 2B gastrique. Alors, quand vous avez une nécrose qui est étendue avec des ulcérations linéaires, comment on va la classer? Parce que chaque organe, comment vous allez le classer? Trois b 2A, 2A, 2A. Mhm. 3B, 2A. Réponse D. 3B2A, oui. C'est la bonne classification, c'est la 3B2A. D'accord? Donc, d'ailleurs, vous avez effectivement, c'est la 3B2A. Alors, quand on va voir, alors qui se rappelle, donc normalement, regardez, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une, alors juste pour agrandir. Alors, NAS, bon, stade 1, c'est juste un érythème. Le stade 2, c'est une ulcération linéaire ou bien arrondie. Ulcération circulaire confluente, d'accord? Donc, la 3A, c'est une nécrose, regardez, qui est localisée. La 3B, c'est une nécrose qui est diffuse. Et malheureusement, la 4, c'est une nécrose œsogastrique qui est totale et diffuse, d'accord? Donc, c'est 3B, 2A. Alors, quelle est la conduite à tenir? Donc, alimentation parentérale plus contrôle endoscopique à J21, TDM thoraco-abdominal, opérer en urgence et faire un stripping de l'œsophage plus œsophagostomie et gastrostomie d'alimentation, opérer en urgence et faire un stripping. Alors, est-ce qu'on va alimenter la patiente avec un parentéral et faire d'accord? Est-ce qu'on va faire un scanner ou bien je vais opérer parce que quand même ce sont des lésions qui sont étendues. Donc je vais faire un stripping, c'est-à-dire je vais enlever l'œsophage, œsophagostomie et mettre l'œsophage cervical en stomie et une gastrostomie d'alimentation, bien sûr, ou bien carrément faire un stripping et une coloplastie. Donc, on va opérer la patiente. On est tous d'accord qu'on va l'opérer.
Alors, tout le monde va opérer la patiente. Mhm. Ah, je confirme, tout le monde va l'opérer. Ok. Alors, après, bien sûr, il ne faut pas être étonné si vous aurez un zéro. Parce que avant, d'accord, de faire quoi que ce soit, il faut faire un scanner. Il faut être sûr que c'est une perforation. Il faut voir les lésions. D'accord. Donc, la conduite à tenir, c'est de faire un scanner thoraco-abdominal. C'est pour confirmer. Donc, on va quand même faire un scanner. Parce que la patiente, je ne vais pas l'opérer de suite. Les lésions, regardez, les lésions, on peut tenter, parce qu'on n'a pas confirmé, il faut que je recherche une perforation qui n'a pas été vue. Parce que la 3B et la 2A, il faut que je confirme par le scanner. D'accord. Bon, la conduite à tenir par la suite, ça va dépendre de mon scanner. Si je vais trouver une nécrose qui sera continue, exactement. Bon, exactement, parce que l'endoscopie, elle va vous donner des lésions. Par contre, ce qui m'importe au niveau du scanner, c'est pour voir la paroi œsophagienne. Parce que l'endoscopie, elle est en train de voir la paroi de l'intérieur. Il faut que j'ai une idée sur la totalité de la paroi œsophagienne et gastrique. Si elle me dit que c'est une nécrose qui est totale de la paroi œsophagienne, ça va me confirmer, bien sûr, d'opérer la malade. Si elle me dit, par exemple, que sur la paroi, elle dit juste ma muqueuse qui est atteinte avec intégrité de toute la paroi circonférentielle, il n'y a pas de perforation, je vais faire un traitement conservateur, que ce soit sur l'œsophage ou bien sur l'estomac. Donc, premièrement, c'est stabiliser la patiente, faire une endoscopie et selon les lésions, bien sûr, faire un scanner, bien sûr, pour avoir, parce que le gold standard dans le bilan, c'est bien sûr, c'est le scanner. D'ailleurs, dans certaines équipes, ils font directement un scanner. OK. Donc, mais l'endoscopie, elle reste importante. Quand on n'a pas de scan ou là, quand on n'a pas de radiologue, etc. Enfin, les deux, c'est scanner plus endoscopie, mais il faut qu'on complète par un scanner. Maintenant, selon votre scanner, si par exemple la lésion, on peut faire juste un traitement médical, plutôt un traitement non opératoire. On va alimenter la patiente et puis on va faire un contrôle à J21. Mais si je vois que ça a une nécrose de l'œsophage, non, ou là une perforation carrément, là bien sûr c'est quand tu vas avoir une nécrose de l'œsophage ou bien une perforation. Déjà, si au niveau de l'endoscopie, tu vois que tout est nécrosé, hein, ça va te pousser directement à opérer la malade. Alors, il y a un deuxième cas clinique. Oui. Alors, Tani, il est intéressant. Alors, un homme âgé de 42 ans consulte pour des douleurs épigastriques à type de crampe, calmées partiellement par la prise alimentaire, évoluant depuis 4 mois. Il rapporte un amaigrissement chiffré à 4 kg. L'examen clinique, il est sans particularité. Donc, on dit un homme, 42 ans, ce sont des douleurs épigastriques à type de crampes calmées par l'alimentation et il décrit qu'il a maigri depuis 4 mois et pardon, il a des douleurs depuis 4 mois avec un amaigrissement à 4 kg. L'examen clinique, il est sans particularité. Quel est l'examen, bien sûr, que vous demandez en première intention? L'ASP, le transit baryté de l'œsophage, une endoscopie digestive haute, une échographie ou bien un scanner. Mhm. Oui, tout le monde a bien répondu, c'est la C, c'est l'endoscopie digestive haute, c'est logique. Comme un patient qui consulte, là, ça fait beaucoup plus une douleur ulcéreuse, donc la première des choses à faire, c'est de faire mon endoscopie. D'accord? Alors, le bilan a permis bien sûr de mettre en évidence un processus ulcéro-bourgeonnant de la petite courbure sphendique de 2 cm qui est situé à 4 cm du cardia, qui correspond à l'anapathe, à un adénocarcinome moyennement différencié.
Le bilan préopératoire ne retrouve pas de métastase. Les facteurs de mauvais pronostic d'un cancer sont l'âge inférieur à 50 ans, une résection de type R1, une taille de la tumeur supérieure à 4 cm, un stade T4 de la tumeur, la présence de cellules indépendantes en bague à chaton. Alors, l'âge, la résection de type R1, la taille au-delà de 4 cm, un stade 4, enfin T4 de la tumeur, et la présence de cellules indépendantes en bague à chaton. Ce qui me dit comme pour une douleur ulcéreuse, un adénocarcinome moyennement différencié. C'est, alors, 3, 4, CDE. CDE. Alors, la dernière question, c'est la présence de cellules indépendantes en bague à chaton. Je t'explique. قلت لكم في الكانسير non درت لكم ما درت لكمش كانسير de l'estomac درت لكم انا كانسير de l'œsophage. Non, en bague à chaton, c'est pas la lignite. C'est en faveur, mais c'est pas la lignite. La lignite, c'est un diagnostic qui est plus radiologique que anatomopathologique. D'accord? Alors, les cellules indépendantes en bague à chaton, c'est un type particulier. C'est un type qui est très agressif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un adénocarcinome moyennement différencié ou bien différencié, mais la composante, non, un cancer diffus, c'est bon, c'est un cancer qui est diffus. Mais la composante de cellules en bague à chaton, ça vous, déjà au-delà de 50%, c'est un facteur aussi de mauvais pronostic. D'accord? Parce que c'est un type particulier, les bagues à chaton. C'est comme si c'était des cellules indifférenciées. La présence de cellules en bague à chaton, le cancer par exemple de l'estomac, c'est un facteur de mauvais pronostic. Alors la lignite, non, la lignite, c'est pas le. La lignite, c'est la paroi de l'estomac qui est atteinte. D'accord? Ou la lignite, c'est beaucoup plus parce que tu vois, l'estomac, tu as la lignite, ou l'estomac, tu as un cancer, un adénocarcinome normal, mais je kiffe. La lignite, c'est la paroi, elle est cartonnée, elle est épaissie. D'accord? Donc, tu fais le scanner. Parce que la lignite, qui dit la biopsie, l'endoscopie, elle me donne rien, hein, et absolument rien. Mais ça, par contre, quand le scanner est voulu un aspect épaissi de toute la paroi gastrique, d'accord, un aspect qui est en faveur d'une lignite, un bad. La biopsie, il faut que je fasse des biopsies profondes parce que la lignite, elle ne touche pas que la muqueuse. Elle touche la sous-muqueuse, la musculeuse, etc. Elle touche toute la paroi, la lignite. C'est ça le problème. C'est pas juste comme l'adénoca, il y a la muqueuse. Non, la lignite, c'est carrément, c'est toute la paroi qui est touchée. Alors, bon, là, il y a une erreur, mais qui n'a pas été corrigée. Alors, ce n'est pas juste les facteurs de mauvais pronostic, c'est tout ça. L'âge inférieur à 50 ans, la résection de type R1, la taille qui est supérieure à 4 cm, un stade T4 de la tumeur, un stade T4 c'est un facteur de mauvais pronostic, et la présence de cellules en bague à chaton. Donc, les facteurs de risque qui sont de mauvais pronostic. D'accord? Alors, le traitement idéal chez ce patient, cet enfant, chez ce patient, il y a une erreur, comprend une gastrectomie bien sûr, 4/5e avec anastomose gastro-jéjunale, gastrectomie totale avec anastomose œsogéjunale, chimiothérapie périopératoire, un curage ganglionnaire ou bien un curage ganglionnaire de type T2. Alors, non. Le traitement chez le patient, c'est une gastrectomie 4/5e
gastrectomie totale, chimiothérapie, incurage ganglionnaire type D1 ou bien type D2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce patient? C'est quoi ces types de curage? C'est comme le cancer de l'estomac, c'est pour ça. Bon, je ne vais pas vous poser la question à l'écurage, hein, c'est pas. Mais bon, le plus important, qu'est-ce qu'il faut faire pour le cancer de l'estomac? Qu'est-ce que vous avez retenu? Gastrectomie, chimiothérapie périopératoire, effectivement. Donc, quand on va avancer dans le cas clinique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que, bon, il y a une petite erreur, hein. Ben, il y a normalement, bien sûr, c'est une gastrectomie totale parce que c'est carrément à 4 cm du cardia, c'est très proche. Donc, il faut faire une gastrectomie totale avec anastomose œsogéginale, une chimiothérapie périopératoire, mais le plus important, un curage ganglionnaire de type D2 ou bien D1,5. D'accord? Le D2, c'est vraiment pour les chirurgiens, c'est pas une question mort, même si c'est pour les externes. Et normalement, les externes ils doivent savoir c'est quoi la différence entre un D1 et un D2. Un D2, c'est quand on va faire un curage, mais en préservant la rate. D'accord? C'est un curage D1,5 en quelque sorte. C'est entre le D1 et le D2. Gastrectomie totale, oui, avec une chimiothérapie périopératoire et faire un curage type D2. D'accord? Donc, ça, c'est des cas cliniques qui sont très simples. Ce pas qui sont très simples. Là, ça parle de néoplasie, mais là, je ne vais jamais vous poser de questions sur la néoplasie, enfin, pour le moment. D'accord? Euh, on va faire des questions d'urgence. OK? Qu'est-ce que vous avez retenu le cas clinique, surtout le dernier? Alors, le premier, c'est un caustique. Donc, déjà, comme caustique. Qui m'a là, c'était un cancer. Ça a débuté sous forme d'un ulcère. Quand on a un ulcère, c'était quoi? C'était l'amaigrissement. Où il doit vous orienter? Tout à l'heure, je ne sais pas qui vous a dit, généralement, cancer égale amaigrissement, elle dit toujours. Un amaigrissement, ça dit rien, un cancer sous-jacent. C'est l'âge aussi qui est jeune et puis le type de la douleur et l'amaigrissement qui doit vous orienter. La première des choses, c'est de faire une endoscopie. L'échographie ou la scanner, c'est un zéro. Toujours commencer par l'examen qui est le plus indiqué. Donc, endoscopie avec biopsie et bien sûr le bilan. Et après, surtout, le diagnostic positif, demain, quels sont les facteurs de mauvais pronostic? L'âge inférieur à 50 ans, une résection R1, qui vaut comme une résection R1, c'est-à-dire que la tumeur, le type indépendant, le type histologique, il est très agressif. Une grosse tumeur, un T4, c'est un critère de mauvais pronostic. Une tumeur qui fait plus de 4 cm, tout ça, c'est des critères de mauvais pronostic. Et bien sûr, le traitement, c'est une chimiothérapie périopératoire, c'est-à-dire on va commencer par la chimio, on va opérer le malade, on va enlever tout l'estomac, donc une gastrectomie totale. Et si je fais une gastrectomie totale, l'anastomose, elle sera entre l'œsophage et le jéjunum, donc ce sera une anastomose bien sûr, jéjunale, avec un curage type D2, enfin D1,5 en préservant la rate. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. On peut s'arrêter là? Ah, quelles sont les urgences? نقولك مني décrire. Quelles sont les urgences? Quelles sont les urgences? Réellement. Est-ce que ça, c'est une question à poser? Non, les causes comme les premiers, comme ce qu'on avait fait, c'est-à-dire comme on avait fait pour l'appendicite, pour la perforation d'ulcère. Quelles sont les urgences? Voilà, c'est pratiquement les mêmes questions. Oui, pratiquement. C'est que vous sachiez faire
que vous évoquez les hypothèses diagnostiques avec le différentiel, comment vous allez affiner votre diagnostic pour aller au diagnostic positif, comment vous allez faire pour avoir ce diagnostic-là, c'est-à-dire entre l'examen clinique, qu'est-ce que vous allez demander de la biologie, parce que le bilan il est très vaste, et bien sûr l'imagerie, qu'est-ce qu'il faut s'attendre. Bien sûr que le traitement, bah oui, si vous me dites traitement chirurgical, maintenant, je te donne le point complet. Hein. Alors, celui qui me dit traitement chirurgical, traitement médical. On vous dit, d'accord, c'est quoi le traitement chirurgical? Donc, tu es censé, à même de savoir. Par exemple, en cas de perforation, oui, cholécystite, c'est une urgence. Par exemple, en cas de perforation, أقل أنت اللي تسقسيني cholécystite, c'est une urgence. قال لي تكمل بالإيت. عقله. Non, mais هانتوما تاني والله العظيم قال لي تكمل بالإيت. Alors, est-ce que le cours des hernies est inclus dans les urgences? Pas forcément le cours des hernies, mais les hernies, les complications. D'accord. Les hernies aussi, la complication de l'hernie, elle fait partie des urgences. Oui, une hernie étranglée, perforation d'ulcère, cholécystite. D'accord. Tout ça, les urgences باينين ما تقولوليش باينه néoplasie حاجه urgence حاجه. Vous avez comme par exemple les hépatites. Bon, pour moi, hein, les hépatites en chirurgie, c'est pas une urgence. شفت Costi, comment c'est que il passe les heures? Ah, tu sais, comment c'est que 6 heures? Bah écoute, minimum c'est 6 heures. Hein, en urgence, c'est dans les 6 heures. Au-delà de 24, au-delà de 6 heures, c'est plus une urgence. C'est pour ça que comme endoscopie en urgence. Donc, il va attendre minimum 6 heures. Là, généralement, même qui dit le caustique, le temps de l'île, etc., même dans le cas réel, il ne va jamais faire ton endoscopie dans les 6 heures. Ça, c'est dans la réalité. Maintenant, pour les examens, quand on vous dit vous allez recevoir un caustique, le temps de bien sûr, de prendre de voies veineuses, de bilanter, de faire un ASP, etc., etc., etc. Le temps de contacter, de voir l'état de la patiente, bien sûr, surtout le point le plus important, c'est vraiment de connaître le produit, bien sûr, caustique, hein, parce qu'entre l'acide et la base, les conduites à tenir ne sont pas les mêmes. Enfin, conduites à tenir, les résultats que vous devez attendre ne sont pas les mêmes. Donc voilà, vous ne pouvez pas me dire bien sûr qu'il va y avoir 6 heures. Alors non, tu vas opérer un malade sans avoir confirmé ton diagnostic. Oui, tu fais. Alors bon, نكمل على l'appendicite. Le diagnostic, il est clinique. L'échographie et le scanner, ils sont là que pour confirmer. Mais parfois, même quand tu fais l'échographie, un cas. Tu me dis une patiente qui pèse 98 kilos, elle a 100 kilos, ou dit la échographie ou avec 20 centimètres de gras. Tu vas voir l'appendice? Évidemment que tu ne vas pas le voir. Donc, d'une femme en âge de procréer, tu élimines la première des choses qui est une grossesse en cours, et ensuite tu demandes un scanner. كاين حاجة وحدة qui n'attend pas de scanner. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'ulcère, la perforation de l'ulcère. Vous avez besoin juste d'un ASP. ASP, dès qu'il y a une pneumopéritoine, it's OK. Ça confirme. Maintenant, on peut confirmer, s'il n'y a pas de pneumopéritoine, c'est une perforation bouchée, donc pour ne pas opérer. Vraiment, les diagnostics où vous devez opérer le malade. Alors bon, ça confère à trois finalement. Hein. Avec l'infarctus entéro-mésentérique, tu peux opérer sans scanner, sans ASP, sans échographie. Une douleur vasculaire, le malade de bloc, pour vous dire. Donc ça, c'est sans rien. Mais elle dit, bon, ça c'est dans la pratique courante. Hein. Une perforation d'ulcère avec un ASP
et bien sûr une occlusion sur ASP. Ces les trois que vous pouvez opérer sans imagerie. Surtout l'infarctus entéro-mésentérique. Une suspicion, tu l'opères. L'occlusion, non. L'occlusion, tu dois faire un scanner pour voir le niveau, etc. C'est quoi? Parce que le scanner, il va t'orienter ton attitude thérapeutique. Tu sais que tu dois opérer le malade. Ça, entre opérer un malade, une colostomie de proche amont, ou une helle en sus mésocolique, et je vais bien sûr couper une bride, c'est pas la même chose, d'accord? Donc le scanner flocclusion, il est important. Maintenant, si j'ai par exemple vraiment des antécédents chez un patient âgé, où je sais que c'est une suspicion à 80% que c'est une occlusion sur un processus du côlon pelvien, mec, j'ai le droit d'opérer sans scanner. Parce que là, c'est d'accord, surtout le malade, s'il me fait une insuffisance rénale. Je dois lever l'obstacle. D'accord? Maintenant, si il y a une bride, non, je suis obligée de connaître le niveau de la bride. Et si, par exemple, sous corticothérapie, elle va céder. Donc, le scanner, il a son importance pour l'occlusion. Ulcère bouché, on n'opère pas. Au moins, je vais comme ulcère bouché. Parce que justement, un ulcère bouché, c'est-à-dire qu'il il y a eu une petite une lame de pneumopéritoine, vraiment très, très, très fine. Et ça s'est bouché, enfin, ça s'est pas bouché tout seul, hein, c'est l'épiplan, il est parti boucher avec la perforation et ça commence déjà à être cicatrisé. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une sonde nasogastrique, on va arrêter l'alimentation, passer à l'alimentation parentérale, attendre les signes, bien sûr, cliniquement, 24-48 heures, et ensuite, bien sûr, tu vois la simple évolution. Là, l'ASP, s'il n'y a absolument rien, la sonde nasogastrique. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre le patient sous traitement IPP. Hein, d'accord? Oui, vous devez mentionner les examens. Mais chez Kif. Surtout, entre l'appendicite ou la perforation d'ulcère, ما حطيتش les mêmes examens. La perforation de la ASP TDM, l'appendicite de la échographie TDM. D'accord? Non, Islam, l'Écosse mazal mais يوجد. Ça va dépendre de Monsieur Bankada. Bien sûr. درت لكم انا الكور تاع لي زيرني سي هام. درت لكم الكور تاع لي زيرني لو كان واحد اخر قراه نقول بوتيتر درت لكم الكور. انا اللي يزيد يقول لي بلي دارت لنا اوكلوزيون في لوكلوزيون ما قلت لكمش. واه ارني حاجه وارني اترونغلي حاجه واحده اخرى. ارني اترونغلي سي كونسيديري كوم كوا. نسيتو الكور عقلو. Exactement. Donc normalement, ça fait partie des occlusions. Une hernie étranglée égale occlusion, jusqu'à preuve du contraire. Hernie haja ou hernie étranglée. Les étiologies, vous avez la hernie. Hernie interne, hernie de comme ça, même si elle est là. زيادة سنة الكور تاع occlusion. La hernie peut être incriminée, c'est une des étiologies de l'occlusion. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Évidemment que ce sera avant les vacances. Dites comme des cas cliniques. Si vous voulez demain, d'accord? Je préfère parce que Haka, ça va faire du bourrage de crâne. 2 heures, si vous voulez demain, l'après-midi, tennis comme des cas cliniques.
Parce que là, on a 4 cas cliniques. On a appendicite, ulcère, œsophagite ou zite cancer. Donc 4, c'est... Ben, chacun fait ce que vous venez de faire. J'aime pas le bourrage de crâne. D'accord. راكم تحوسوا على لا ريفيزيون، ماكش تحوس انت تو سكي ايكوس، ولا تحوس على انت لا نوت تاع ليكوس، هذا ما كان. ماكش تحوس اون جينيرال. صح، اوكي. ان شاء الله ne vous inquiétez pas يكون سهل. تاع العام اللي فات كان صعيب ابنديسيت، شفتوا بلي اسكو كان صعيب؟ ما كانش صعيب. بيرفوراسيون exactement c'est la même chose. صح. نشوفي دارهم عندي دي كا دوكلوزيون. داكور. سي ابنديسيت كان ساهل، ابنديسيت كان فريمون ساهل. باسكو علاه جاتكم لا بيرفوراسيون ساهله، كنتو دايرين لابنديسيت، لو كان بدينا بيرفوراسيون ودرنا ابنديسيت يبان لكم ابنديسيت ساهل، باسكو vous aviez déjà l'idée sur le déroulement de l'examen. C'est pour ça كان يبان لكم ساهل. l'infarctus اوكي صح. راكم حابين اوكلوزيون كوليسيستيت انفاركتوس. نو نو والله لا باذن الله يكون ساهل. داكور. alors bon je vais hémorragie digestive. Ok, d'accord. Ah ça y est, جيزوكيم بانكرياتيت كاع لي زورجونس كاع اللي يكملوا بالايت كنقدو ما نقولوش فيه. J'ai pas compris Soria. J'ai pas compris. Alors tu m'as dit j'ai pas compris. C'est-à-dire au départ quand je vous demande des hypothèses diagnostiques et que vous voyez 5 réponses, donnez 5. Ça ne donnez pas n'importe quoi, il faut que ce soit bien réfléchi. D'accord. Ah, la pancréatite, avec un début, tu peux avoir un début périombilical. L'occlusion aussi, tu peux avoir une occlusion grébique. Donc, c'est pas contre. Je veux dire que le début, tu as la douleur périombilicale, ça t'oriente vers une douleur aiguë. Donc, la pancréatite, l'occlusion aussi. L'irradiation, après, il y a eu l'irradiation. Islam, la question, elle est tellement stupide que je ne vais pas répondre. Les traumatismes abdominaux, oui, ils jouent les urgences. Ils jouent les AVP. Donc, AVP égale urgence. Ah, mais vraiment, je stress tellement que vous n'arrivez même pas à réfléchir. Mais allez, vous avez le droit de me dire 7, 8, 9, c'est pas un problème. Ça ne me donnez pas ما تقولوليش ماشي une occlusion ماشي par exemple appendicite وتقولوا لي hémorroïde, ça n'a rien à voir. Ou la femme de 28 ans تقولوا لي infarctus, c'est un zéro. Mais vous devez me donner au moins le diagnostic positif, les points. Par la suite, c'est dans la morphologie. On ne cite pas ce qu'on voit, juste on cite l'imagerie. Non, 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 c'est même pas vous qui citez l'imagerie. Bon, vous pouvez me dire, Anna, celui qui me dit, par exemple, pour la perforation d'ulcère, par exemple, on va visualiser un pneumopéritoine, etc. Et on a le khamsa,
وإذا نشوف بلي عماها فيه حفصة واحدة أخرى je veux dire que si vous me donnez vraiment des détails, mais des détails qui sont corrects, oui, je vais. Par contre, si vous me dites juste scanner, non. Gata, faut le scanner. Ça, scanner, qu'est-ce que tu cherches? Ok. Ça, moi, ce que je vais retenir, c'est que demain, Inch'Allah, on va faire 3 cas cliniques, d'accord? Mais il faut être plus pathologie anale, bon, plus ou moins. C'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un sur. Bon, on vous le compte, parce que là, vous allez. C'est ça le principe du cas clinique. Vous allez le voir, ok? S'il vous plaît, rassurez-moi, le reste de la promo, ils ont vu? D'accord, ok, d'accord. Pathologie anale, non, c'est pas une urgence. Ben, merci à vous. Si vous avez des questions, aïe, encore 5 minutes pour les questions. Avec plaisir. Avec plaisir. Ou soyez, d'accord, soyez concentrés. S'il vous plaît, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le jour de l'examen, qui bon, qui soyez toujours concentrés. شوفوا انا نعطيكم لي كا كلينيك قراوهم ما تشوف ني ا droite ني ا gauche قرا لو كا كلينيك بغيت حنا نقراه لكم بغيتو نتوما تقراوه بصح حنا انا نلقى لكم خير باسكو دون لو سونس وين je vais appuyer sur certains détails d'accord وانتوما concentrés ما تشوفوا فيا ما تشوفوا X ni Y. On est là que pour, on n'est pas là pour vous juger, d'accord? Celui qui dit une bêtise, c'est pas, d'accord? J'ai horreur avec les dieux, il y a les diagnostics, il y a le programme ta gastro, pas te voir chauffer. Tu penses que quoi que je vais te donner, d'accord? C'est ce que je veux vous dire. Donner des réponses qui sont logiques. Il y a eu des vins parce qu'il y a des personnes qui ont réfléchi. Elles n'ont pas donné tous les diagnostics. Je sais quoi, tout à ce que je veux dire. Ce que je veux dire plutôt. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce sont des questions simples que vous connaissez. On ne va pas du tout faire de questions pour vous piéger. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez un éventail de diagnostics. Le diagnostic avec des diagnostics différentiels possibles. L'appendicite d'une femme grossesse extra-utérine, on 5 points. Les perforations d'ulcère idéal, on 5 points parce que là, il a réfléchi. Tenez ce que je veux dire. On cherche à ce que votre réflexion elle soit complète. Après, le diagnostic le plus probable, je vous toujours en comparaison avec les signes, les chiffres de on va vous orienter. On va de la conduite à tenir, hospitalisation, un bilan. Bien sûr, le bilan il doit être orienté selon la pathologie. Appendicite ou perforation, kif kif, la même chose, d'accord? Et bien sûr, pour qu'est-ce qu'il y avait aussi? Pour pour l'imagerie, etc. Vous pouvez donner certains détails, c'est toujours bien pour vous, mais des détails qui sont vrais, ne dites pas n'importe quoi. Et pour la partie traitement, donnez des mots-clés. Par exemple, vous me dites pour l'appendicite, appendicectomie sous cellule ou bien sûr la parotomie, avec le traitement médical. Comme c'est quoi le traitement médical? Un antipyrétique, un antalgique et un antibiotique dans le suivi. On va suivre en post-op le patient et pour voir, etc. C'est-à-dire, plus vous me donnez des choses consistantes qui sont vraies, plus la note sera complète. D'accord? Donc, vous avez compris. Super. Soyez posés, d'accord? Inch'Allah, ça va bien se passer. ما تتقلقوش هذه اللي نقولها لكم ما تتقلقوش mais par contre vous avez 4 minutes شفتوا باللي le temps il passe très vite درناها في la première في la deuxième vous avez vu comment le temps il passe vite donc c'est oui bien sûr qu'ils y doutent comme ne vous inquiétez pas on aura tous la même conduite à tenir c'est-à-dire que vous allez c'est-à-dire plus non
Et à la fin, on va revoir les notes. Ne vous inquiétez pas. On est formé pour, comment dirais-je, pour que تكونوا كاع كيف c'est-à-dire عند X ou عند Y, vous aurez la même chose. C'est-à-dire on aura tous la même conduite à tenir. D'accord? Bon, ما نشدكمش, ok. Je vous dis bon courage. ريحوا. Les 2 heures, c'était un peu stressant, je conçois, d'accord? Donc, ريحوا et Inch'Allah, demain, on va se revoir aussi pour faire d'autres cas cliniques, ok? أيا ما تتقلقوش, ok? À quelle heure? 17 heures, ça vous arrange?